Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, mardi et mercredi. Merci à vous d'être présents aujourd'hui avec nous. Alors nous sommes le lundi 13 novembre 2023. On est sur Canal Algérie et on est en direct jusqu'à 11h30. Aujourd'hui dans l'émission, nous parlons du trouble du spectre autistique communément appelé l'autisme. Alors il faut savoir que ce n'est pas une maladie mais une bonne compréhension des signes et bien sûr le dépistage précoce est nécessaire. Alors nous en parlons aujourd'hui avec nos experts. Conseil pratique, aujourd'hui nous parlons de l'oncoprésie. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que l'oncoprésie? C'est tout simplement l'équivalent de l'énurésie mais côté popo. Et bien sûr la rubrique de Wahida Selmchif qui s'intéresse à la Palestine parce que nous soutenons la Palestine et aujourd'hui elle va nous parler de l'artisanat palestinien. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, nous parlons du trouble du spectre autistique, un trouble qui est malheureusement souvent mal compris. Comment en repérer les signes précoces? Quelle est la prise en charge et à quelles difficultés s'attendent souvent les parents et l'enfant aussi? Alors on fait le point aujourd'hui avec nos experts qui sont présents avec nous aujourd'hui sur le plateau et bien sûr nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91, voilà. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir docteur Douniazed Boussiniana Yahyaoui, vous êtes pédopsychiatre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Avec nous aussi Madame Kinza Madi, vous êtes doctorante en orthophonie à EPSP Bouzaléa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous et merci d'entamer ce sujet très important dans notre société. Exactement, c'est un sujet qu'on traite régulièrement dans l'émission Ma famille, ma vie parce qu'il est important de sensibiliser, il est important d'informer les parents et d'informer tout le monde aussi pour une meilleure compréhension justement pour ces personnes-là. Alors est-ce qu'on peut tout d'abord définir ce qu'est justement l'autisme, docteur? Alors actuellement, dans les nomenclatures internationales, on a changé le nom d'autisme, on a préféré celui de trouble du spectre autistique parce que c'est une nomenclature plus élargie. Alors le trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que c'est un trouble qui apparaît précocement avant l'âge de 3 ans et il va rester à l'âge adulte. C'est un trouble qui est caractérisé par plusieurs signes, les plus essentiels, c'est en fait le trouble de l'interaction réciproque, c'est le relationnel, donc qui est déficitaire souvent. Ensuite, on voit des troubles de la communication et donc de ce fait le langage. Et on va retrouver des troubles du comportement ou des comportements répétitifs, des intérêts et des activités restreintes. Avec actuellement, on a rajouté la particularité sensorielle chez ces enfants-là et adolescents. Est-ce qu'il faut avoir juste un trouble pour être diagnostiqué ou il faut avoir justement tous ces troubles-là pour être diagnostiqué? Alors, c'est l'association de ces troubles-là, mais par exemple, on va prendre par exemple, dans chaque thématique, il y a plusieurs critères. On va prendre 2 de chaque critère selon les classifications internationales. Mais il faut quand même, c'est un tout. Ce n'est pas un signe clinique, un retard de langage qui va définir le trouble du spectre autistique, par exemple. D'accord. Alors, comme je le disais au début, ce n'est pas une maladie, n'est-ce pas? Justement, ce n'est pas une maladie, par contre, c'est un fonctionnement neurodéveloppemental. C'est-à-dire que ça touche le développement du cerveau lors de la création des réseaux neuronaux. Donc, ce qui veut dire, c'est le contact donc lors du fonctionnement des synapses, donc c'est le contact entre cellules et neurones. Donc, je vais simplifier plus mon langage. Donc, passons du langage scientifique à un langage plus simple. Donc, ce qui veut dire le traitement de l'information de cette personne, de cet enfant,
qui n'est pas le même qu'une personne neurotypique. Donc, ce qu'on appelle les neuroatypiques et les neurotypiques, nous, les personnes, on va dire, entre parenthèses, normaux. Donc, le traitement de cette information, on sait que quand on reçoit l'information, on la reçoit par donc externe. Ensuite, il y a un enchaînement de traitements jusqu'à la réaction. Donc, au niveau de ce traitement, justement, l'attention, la concentration, la mémoire sémantique, ce qui suit. Donc, pendant ce traitement-là, il y a une phase qui peut être touchée chez l'autiste. Donc il y a une faille dans ce chemin-là qui fait que l'information n'arrive pas forcément comme chez les autres personnes. Exactement, il ne perçoit pas l'information telle qu'on le fait nous-mêmes. D'accord. Alors on voit justement ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'enfants atteints. Est-ce que c'est parce que la parole s'est libérée en quelque sorte, ce n'est plus aussi tabou qu'avant et on en parle et on sensibilise aussi, ou est-ce que c'est réellement le cas, il y a plus de cas qu'avant? Alors, je crois que c'est beaucoup plus le fait qu'on connaisse le trouble et qu'on le diagnostique de plus en plus précocement. Tout le monde est averti, les parents, tout le monde est sensibilisé. Actuellement, on reçoit en consultation des demandes bien sûr émanant des parents, mais aussi des enseignants, des crèches qui s'inquiètent. Donc, comme ça, c'est un petit peu vulgarisé. Donc, plus de patients, parents prennent conscience que peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que même on reçoit actuellement même des adolescents qui eux-mêmes s'autodiagnostiquent et disent que je pense que j'ai des signes en faveur de l'autisme. Est-ce que c'est le cas ou pas? Donc je pense que l'autisme a toujours existé. Donc historiquement, quand on revoit, il a toujours été décrit, mais souvent confondu avec d'autres troubles psychotiques quand ils sont plus âgés ou une déficience quand ils sont plus jeunes. Donc, et comme souvent la déficience, elle y est associée, donc c'est pour ça qu'on va confondre les deux. Alors on peut dépister un autisme à un âge avancé? Alors maintenant, oui. Le fait, oui, effectivement, quand il n'a pas été détecté et on a effectivement des signes de l'autisme, donc on peut poser ce diagnostic-là sur le tard. Oui. D'accord. Donc un adulte, on va dire que peut-être qu'un adulte regarde l'émission. Quels sont les signes, on va dire, chez un adulte qui pourrait peut-être on pourrait peut-être se rendre compte que peut-être il y a quelque chose, ce n'est pas peut-être une dépression, ce n'est pas un mal-être, ce n'est pas quelque chose qui va mal, c'est peut-être ça et on n'a pas mis le doigt dessus plutôt. Alors, par rapport à l'autisme de l'adulte, il faut faire la part des choses entre les deux formes cliniques qu'on peut avoir, soit de l'autisme sévère, où on retrouve, c'est plus une personne qui n'a pas été verbale et tout, et on va l'étiqueter comme un retard intellectuel. Là, c'est les parents qui vont voir qu'il y a d'autres choses en lien avec l'autisme. Ils se balancent beaucoup, il y a des rituels. Ça s'est détecté à un âge avancé en général, à un âge précoce en général. Mais par contre, tout ce qui est autisme de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience, on va retrouver le symptôme qui va toujours rester. Alors c'est la réciprocité sociale, les difficultés sociales. On va toujours trouver tout ce qui est habilité sociale vont être défaillantes quelque part. Comprendre comment l'autre réfléchit, les intérêts des autres, l'humour parfois, tout ce qui tient de l'ironie, parce que souvent dans leur réflexion c'est noir ou blanc, c'est-à-dire ils peuvent ne pas comprendre l'injustice, ne pas tolérer. Donc on va retrouver ces choses-là qui peuvent rester, et c'est des personnes qui vont toujours avoir des difficultés relationnelles, que ce soit amicales, dans le travail, se sentent mieux à l'aise. Alors quand vous parlez de dépression, la dépression, ça va se greffer. Alors que dans l'autisme, on a toujours fonctionné comme ça. On s'est toujours senti différent et on n'arrive pas à mettre les mots pourquoi on est différent. D'accord, on n'arrive pas à mettre les mots sur cette différence-là qui fait qu'on n'est pas comme les autres. Comme les autres, voilà. Oui. Alors, le dépistage précoce est important. À quel âge on peut aujourd'hui dépister justement un enfant? En général, on dit que c'est à l'âge de 3 ans, on attend l'âge de 3 ans pour poser le diagnostic, mais est-ce que ça peut se faire plus tôt, docteur? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, parce que c'est un diagnostic qu'on pose à vie. Donc, vaut mieux donner toutes les chances à l'enfant, que la maturité cérébrale
soit atteinte, et en même temps on va stimuler, on va changer des choses dans l'environnement qui auraient pu freiner le développement de l'enfant pour s'assurer qu'on est dans l'autisme. Mais actuellement on revient un petit peu, on se dit que vers 2 ans déjà, chez certains enfants on a le tableau complet, on peut avoir même des signes très très précoces, des nouveau-nés qui ne dorment pas, qui ont des troubles du sommeil très graves, des troubles plus fonctionnels, donc, mais quand même on reste prudent. On n'étiquette pas un enfant. Oui, on n'a pas étiqueté effectivement. Oui. Exactement. Donc, le diagnostic précoce, il est très important, surtout par rapport à l'évolution, le développement de l'enfant. Donc, on peut diagnostiquer l'enfant. Il faut diagnostiquer à partir de 3 ans. Par contre, on peut détecter ou on peut avoir suspect d'un autisme avant l'âge de 3 ans. Donc, par plusieurs symptômes. Par exemple, si l'enfant il n'y a pas le tactile avec la maman sur le sein quand elle allait, il n'y a pas le contact œil à œil, il n'y a pas d'interaction. Donc, après 6 mois, on a après la phase du papillage chez l'enfant, il y a l'interaction. Donc, l'enfant, il réagit avec la maman. S'il n'y a pas de réaction, si tout reste spontané, c'est vrai qu'il peut toujours babiller, il peut toujours imiter des sons et ce qui suit. Par contre, c'est pas réactionnel, c'est pas en réaction avec la maman ou l'environnement, on va dire. Donc là, il faut s'inquiéter, il faut aller voir pour dépister justement et poser un diagnostic par la suite. Parce qu'il y aura certainement un manque du développement, donc il faut toujours stimuler l'enfant avant l'âge de 3 ans et surtout avant même l'âge de 5 ans. Donc si on diagnostique l'enfant à partir de 3 ans, on a toute la phase d'acquisition. Donc l'acquisition, c'est de 0 à 5 ans. C'est la phase d'acquisition chez l'enfant. Donc le cerveau, on a plus de plasticité au niveau du cerveau et tout. Après l'âge de 5 ans, 5 à 7 ans et tout, c'est la phase d'apprentissage. Donc là, le développement, il est différent par rapport à 5 ans. Donc c'est important de dépister le plus précocement possible pour justement ne pas perdre cette plasticité entre 0 et 5 ans pour pouvoir mettre en place des méthodes, des schémas de travail avec l'enfant. Justement, quand on se rend compte, justement, quand c'est à 6 mois, peut-être à 7 mois, peut-être à 1 an, on a des signes. On ne peut pas mettre de diagnostic déjà, mais on a des signes. Qu'est-ce qu'on peut mettre déjà en place avec l'enfant à la maison, les parents? Est-ce qu'on doit aller vers l'orthophoniste ou est-ce qu'on doit juste consulter? Comment on fait? Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Peut-être si c'est encore un nourrisson, il est tout petit, on va demander déjà à adapter l'environnement familial. Bien sûr, pas d'écran du tout à cet âge-là, parce que ça va encore isoler l'enfant davantage. Et on va lui parler, jouer, le faire réagir, donner des jouets sensoriels, sonores, pour stimuler un petit peu tout ce qui est... parce que l'enfant va être stimulé d'abord, donc il va être dans tout ce qui est visuel, les jeux sonores qui bougent beaucoup, tout ce qui est tactile, on va lui donner un bouger, comme ça pour se rendre compte de son environnement. Donc on va commencer par ça. Et aussi, alors la crèche, la socialisation, nous on la préconise avant de mettre un traitement, avant de poser un diagnostic, même pour l'orthophonie. Tous les patients qui viennent, il faut un diagnostic avant l'orthophonie, je leur dis non. On commence le travail en orthophonie, même si le diagnostic n'a pas été posé. Parce qu'il y a des choses à mettre en place. On ne va pas travailler que le langage, on va travailler aussi la réceptivité de l'enfant, comment il fait les demandes, comment il imite. Il y a plein de choses à mettre en place, même si le langage n'est pas encore là ou même si l'enfant est encore tout petit. D'accord. Justement, la prise en charge en orthophonie est importante. Donc, l'orthophonie, quand on pense orthophonie, on pense justement à la communication en langage seulement. Mais ça englobe plus de choses. Oui. Généralement, c'est une thérapie cognitivo-comportementale. Pas uniquement quand on parle du langage, c'est pas uniquement le verbal. Il y a le langage non verbal et le langage verbal. Donc, quand on parle du langage non verbal, c'est la communication. Même le gestuel, le contact, le réactionnel, tout ça, ça fait partie du langage. Donc, par rapport justement aux parents et au suivi des enfants à un âge précoce, avant 3 ans, tout dépend du tableau clinique que l'enfant présente. Donc, on va réagir
justement sur les axes touchés ou atteints. Donc là, on peut faire une guidance parentale si c'est vraiment léger. Donc, comme elle avait dit le docteur, donc si c'est un enfant en bas âge et tout, donc là, on fait juste une guidance parentale, un suivi parental, un soutien parental. Là, on va montrer aux parents comment stimuler l'enfant Haddad. Donc, on va orienter les parents, un peu les former pour savoir justement comment communiquer. On dit toujours que les parents sont des co-thérapeutes à n'importe quel âge. Si on n'a pas un suivi parental ou un suivi, on va dire, séquentiel, voilà, on ne fait que la stimulation en séance. 1 heure ou 2 heures dans la semaine ne suffisent pas pour stimuler l'enfant. Le parent doit être impliqué. Bien sûr, c'est des co-thérapeutes. S'ils ne continuent pas ce suivi à la maison et au quotidien et dans la vie quotidienne pour généraliser ces acquisitions, donc là, comme si on ne fait rien. Donc on fait la stimulation et on refait la stimulation et ainsi de suite. Donc là, ça ne suffit pas. S'ils pouvaient avancer spontanément sans un suivi ou sans une guidance ou sans suivi parental justement, il aurait fait sans qu'il vienne chez nous ou aller ailleurs chez d'autres spécialistes. Donc là, il a vraiment besoin d'un suivi, d'une stimulation continue. Ça ne finit pas. En général, c'est les mamans qui souvent abandonnent leur travail et se consacrent justement à stimuler, à accompagner leur enfant. Elles s'occupent de leur enfant. C'est important et aussi, c'est les mamans qui culpabilisent le plus en général parce qu'elles se demandent souvent qu'est-ce qu'elles ont dû faire de travers, peut-être pendant la grossesse, peut-être à la naissance. Il faut aussi rassurer les mamans et un peu les déculpabiliser, leur dire c'est pas de votre faute si ça arrive. Oui. Ça fait vraiment partie, quand on annonce le diagnostic, on va expliquer un petit peu les origines du trouble et on explique vraiment l'origine actuelle qui est épigénétique. Et puis ça vient de l'environnement et génétique, c'est-à-dire que les enfants sont porteurs des gènes de l'autisme, même si on n'a pas encore, on ne sait pas leur localisation exacte, mais on sait qu'ils naissent avec un patrimoine génétique. Et l'environnement, c'est-à-dire que, alors même si on n'a pas identifié tous les facteurs, on sait qu'il y a des choses dans l'environnement qui vont favoriser l'expression de ces gènes et l'apparition des signes cliniques. Donc on leur dit que les enfants étaient à leur conception et pendant tout dans le ventre de leur maman, déjà ils avaient ces signes-là qui vont apparaître parce que souvent je l'ai mis devant la télé, voilà. Je ne l'ai pas stimulé, j'étais occupée, j'étais malade. On a parfois des dépressions du postpartum chez les mamans. Donc nous vraiment on les rassure. Oui, on les rassure, on les déculpabilise et nous quand on annonce le diagnostic, il faut le faire avec les deux parents. Il faut qu'ils entendent la même chose. Parce que souvent, il y a la belle famille qui déculpabilise, il y a l'entourage familial, tu lui parlais pas assez. Tu l'as pas allaité, tu n'as pas fait ceci, peut-être cela. Alors, donc, ou tu l'as trop assisté. Ils sont culpabilisants dans le deux sens. Soit en excès, on couvait trop l'enfant, soit au contraire, on l'a un petit peu délaissé. Donc, on explique que ça n'a rien à voir avec l'attitude parentale. Et c'est vrai que ça, c'est des anciennes théories qui étaient mises en avant de dire que c'était à cause des mamans, mais là, on est complètement sorti de ça. Mais même si on sait qu'il y a une origine génétique, on va toujours culpabiliser, se dire peut-être qu'on n'a pas... Si on était plus alerte, on aurait stimulé plus tôt. On aurait mais ça, on explique aux parents à partir du moment qu'ils sont venus là, c'est-à-dire qu'ils se sont inquiétés. Ils ont tous fait un chemin. Avant d'arriver chez nous, ils sont passés chez plusieurs orthophonistes, plusieurs psychologues, des crèches et tout. Leur dire qu'on va essayer de mettre l'avant sur les choses qu'ils ont déjà faites et qu'ils ne voient même plus. Le parcours qu'ils ont... Donc, tout ce qu'ils ont passé pour venir jusqu'au diagnostic. D'accord. Très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, je rappelle tout d'abord le numéro de téléphone. Donc, aujourd'hui, on parle le thème du jour, comprendre l'autisme avec nos spécialistes aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous voulez participer à l'émission, vous le pouvez. Tout simplement en composant le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de Mina Abed il y a eu un colloque justement qui s'est tenu pour parler de l'autisme, mais
adulte. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas suffisamment. On parle toujours des enfants, de leur prise en charge, des adolescents peut-être, mais arrivé à l'âge adulte, comment ça va se passer? Qui va s'en occuper? Est-ce que l'autiste adulte a besoin toujours d'un accompagnant, compagnon qui l'aide, d'une assistance ou pas? Tout de suite le reportage et on revient tout de suite après pour en parler. Pardon. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui provoque une anomalie dans ses relations avec son entourage et une difficulté de communication. Les études scientifiques sur les troubles du spectre autistique sont très nombreuses, mais leur quasi-totalité porte exclusivement sur l'autisme chez le nourrisson et l'adolescent. Qu'en est-il de la personne âgée ? Pour nous, l'inclusion scolaire, c'est un souci, c'est vrai. Pour les familles, c'est un souci, c'est vrai. Mais il y a l'après. Il y a l'après. L'après, c'est demain. C'est demain, quand ces nombreux citoyens avec autisme vont arriver à un âge, la cinquantaine, la soixantaine, quel sera leur devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les rues à errer, à dire Adamabo, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter un double fléau à cet âge-là? Et donc, pourquoi? Parce que c'est un âge où les parents vont disparaître et les parents, ce sont les repères d'un enfant autiste. Ce sont les repères fondamentaux d'un enfant autiste. Quand il va les perdre, il va perdre aussi tout espoir qui le rattache à la vie. Souvent, on dit que le taux de suicide, hélas, est très élevé chez les personnes autistes. L'évolution de l'autisme évolue souvent avec l'âge, mais de manière différente selon les traits autistiques de la personne et son histoire de vie. L'autisme de la personne âgée est un sujet sociétal encore émergent, mais qui prend de l'importance. Du moment qu'on a l'association, après on a le CPP, le centre psychopédagogique, après la ferme pédagogique, maintenant on a un projet, justement c'est le sujet d'aujourd'hui. On a un projet pour ces enfants, quand ils vont vieillir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Par exemple, les enfants, ils sont dans notre centre jusqu'à 18 ans, 20 ans, et après. Nous, on a un projet d'un CAT, d'un ESAT. Parce qu'avant, ils appelaient les CAT, maintenant, ça s'appelle les ESAT. Établissement spécialisé d'aide au travail. Le projet ADA, c'est des grands garages, c'est des ateliers. Par exemple, il y a l'atelier de la poterie, la boulangerie, des métiers qui peut un enfant autiste sans danger. Des professionnels de la santé, des familles de personnes autistes, des associations spécialisées étaient présents au colloque qui a abordé la problématique sur la prise en charge des personnes autistes de la petite enfance au grand âge. Dans quelques années, l'Algérie va être confrontée à ce problème et qu'est-ce qu'on va faire? C'est le but du colloque d'aujourd'hui, en se basant sur un constat. Le constat sera fait par des amis qui sont sur le terrain depuis des années. Par exemple, Mouloud Mouchou à Ain Benyen et le travail remarquable qu'il fait, comment il prend en charge les enfants. Bon, ce sont des enfants. Après, il y a la ferme pédagogique, c'est très bien. Mais après la ferme pédagogique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser à une occupation salariée. Il faut intégrer ceux qui peuvent l'être en donnant à cette ferme pédagogique peut-être un aspect économique. Malgré les efforts destinés à améliorer le dispositif d'accompagnement, les difficultés relatives au diagnostic et à l'intégration sociale perdurent. Dans notre service donc, de Cheraga, nous avons une unité de consultation, nous avons aussi une unité d'évaluation diagnostique de l'autisme, nous avons aussi un hôpital de jour, donc un hôpital d'hospitalisation en jour pour enfants autistes, dans l'âge, on va dire, se situe entre 2 et 6 ans, et aussi prochainement j'espère, donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, l'ouverture donc de lits d'hospitalisation pour adolescents, avec des troubles bien sûr mentaux, des troubles psychiatriques.
D'autres intervenants affirment que beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation et d'information du grand public sur la prise en charge de l'autisme, du diagnostic au grand âge. Les parents restent quand même assez inquiets en général en consultation. Ils pensent au futur de leur enfant. Alors c'est une question qui revient à chaque fois après l'annonce du diagnostic. Et est-ce qu'il va guérir? Est-ce qu'il rattrapera le retard? Et donc nous on explique qu'on grandit avec l'autisme. C'est pas une maladie donc on guérit pas. Mais on essaie qu'il soit le plus intégré possible. Alors on commence par la scolarité. C'est vrai que c'est l'urgence à côté. Mais le but, c'est l'intégration sociale par la suite et professionnelle. Donc c'est très pertinent ce qu'il parle de l'insertion professionnelle. Donc, alors actuellement, c'est vrai que je pense que c'est une réflexion qui est venue à partir du moment où on a commencé à les prendre étant enfants et adolescents. En Algérie, on a investi plus le retard intellectuel parce que c'était le plus connu. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font dans des formations, dans les centres médico-pédagogiques, mais je pense que probablement on commence à intégrer des enfants avec autisme donc, dans ces centres, mais qui présentent des déficiences intellectuelles associées. Donc ils peuvent être intégrés dans ces programmes-là, mais juste un programme pour autistes adultes, je pense que ça n'a pas encore été réfléchi dans ce sens-là. Alors par contre, je sais qu'à l'étranger, ils ont ils ont ce qu'ils appellent des CESAD, c'est un acronyme, mais en fait c'est comme des usines, parce que les autistes, ils aiment bien tout ce qui est répétitif. Donc ils leur font des travaux manuels. Alors nous, on avait visité une fois quand j'étais à l'hôpital, donc c'était une usine où ils travaillaient les rétroviseurs et les rétroviseurs des voitures. Donc il faut remettre le plastique tout autour, c'est un travail très... Sur les détails. Voilà. Oui. Donc c'était des adultes autistes qui travaillaient, qui recevaient, mais avec toujours sous tutelle. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui recevaient leur salaire de la famille, qui assuraient que tout marche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement indépendants. Autonomes. L'autonomie se voit chez les adultes. Alors vraiment faire la part des choses entre autisme de haut niveau, où ils peuvent travailler, ils peuvent faire des études. Quand il n'y a pas de retard de langage ni retard intellectuel, il n'y a pas de souci. Ça va juste être des difficultés relationnelles. Et peut-être des troubles anxieux, on peut avoir aussi. Ils peuvent aussi avoir des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Ils ont parlé de suicide. Ça, c'est plus des autistes qui prennent conscience de leur handicap. Et donc, ils peuvent développer des pathologies psychiatriques à côté, des comorbidités. Et vraiment, on va catégoriser. C'est selon la sévérité, comment les insérer professionnellement. Oui. Et justement, quand c'est un enfant qui, on va dire, qui a un autisme, on va dire, plus lourd, est-ce que plus la prise en charge est précoce, plus on peut s'attendre à ce que l'enfant puisse un jour devenir autonome et améliorer en tout cas la situation de l'enfant une fois adulte? Est-ce que la prise en charge va changer quelque chose ou un enfant qui est autiste lourd, elle le restera toute sa vie? Alors, bien sûr que la prise en charge précoce, on va lui apprendre des habilités, les autonomies. Parce que c'est plus facile. Elle parlait, le docteur m'a dit de plasticité cérébrale. Plus ils sont jeunes, plus on peut leur apprendre des choses. Donc, vraiment, je pense que le pronostic est différent si on prend en charge l'enfant précocement et si on le garde à la maison jusqu'à 12-13 ans et on l'emmène pour une prise en charge psychothérapeutique. Donc oui, l'effet, mais alors on ne donne pas aussi de faux espoirs aux parents. C'est-à-dire que s'il y a des limites à l'enfant, on leur explique à quel point on peut l'autonomiser dans la vie quotidienne, mais peut-être qu'il y a des choses où on ne pourra pas. On a des limites aussi. Donc, mais toujours donner de l'espoir. On peut toujours avancer, trouver un domaine qui les intéresse, même si, comme ils ont des intérêts, ils sont sur des détails, on va toujours trouver quelque chose ils seront doués dans certaines choses. Donc, c'est sûr. D'accord. Oui. Et justement, on parlait tout à l'heure des écrans, on parle souvent des écrans, même dans l'émission Ma famille, ma vie, où on revient sur le danger des écrans, que ce soit téléphone, tablette, télévision.
On va dire que, par exemple, notre génération, on a grandi avec la télé, c'est vrai, et on se dit, bon, ça ne nous a pas fait de mal quand même, donc on autorise nos enfants en général à regarder la télévision, les écrans, mais ce n'est plus la même façon, on va dire qu'ils sont beaucoup plus exposés, la technologie d'aujourd'hui est beaucoup plus nocive, alors qu'on n'est pas au courant, et on entend souvent des discours où on dit que, voilà, mon enfant est devenu autiste parce qu'il regardait trop la télé ou il était souvent sur son téléphone. Le téléphone, la télé, les écrans ne donnent pas l'autisme. Exactement, on ne donne pas l'autisme, par contre on est autiste, donc on est avec l'autisme. Ça peut renforcer peut-être les symptômes autistiques. Et si on a par exemple au départ, avant 3 ans, si on a des symptômes qui ressemblent aux symptômes du spectre autistique, ce qu'on doit faire, c'est éliminer complètement ces écrans-là. On stimule l'enfant, donc là c'est un manque de stimulation. Donc on laisse l'enfant se développer et explorer, comme l'avait dit le docteur tout à l'heure, on laisse l'enfant explorer par le toucher, par l'œil, par l'audition, par tous ses sens, et on verra l'évolution de cet enfant. S'il y a une évolution, on récupère le contact avec l'enfant et la communication, l'interaction, là ce n'est plus l'autisme. Si on ne récupère pas après stimuler l'enfant et éliminer ces écrans-là, là on va parler d'autisme. Donc si les symptômes persistent, c'est là qu'on va parler du spectre autistique. Et les méfaits justement des écrans sur les enfants, il faut arrêter tout de suite quand on voit que son enfant a changé, qu'il n'est pas, on va dire, atteint du trouble du spectre autistique. Il faut arrêter tout de suite les écrans. Qu'il l'ait ou pas. On doit les arrêter. On a déjà parlé de ce sujet. Oui, on en parle souvent, on le dit souvent, mais voilà, si, les parents souvent marchandent aussi. Ils disent que voilà, mon enfant, s'il n'a pas son dessin animé, s'il n'a pas son jeu vidéo, il va faire ses crises, il va pleurer. On peut peut-être donner un petit peu de télé, mais il faut qu'il y ait un discours là-dessus. Donc, s'il regarde par exemple un dessin animé, il faut qu'on soit avec lui, il faut contrôler c'est quel dessin animé qu'il est en train de voir, est-ce qu'il y a un discours à l'intérieur, est-ce qu'on peut parler de ça. Et vous avez dit tout à l'heure, on a été exposé aux écrans, oui, mais ce n'est pas les mêmes écrans non plus. Donc, c'est pas la même technologie non plus. C'est pas la même technologie, puis il y avait une heure précise où il y avait des dessins animés, on en regardait une fois par semaine ou par hasard. C'était plus réel ces dessins animés-là, pas trop de couleurs, pas trop de lumière non plus, donc tout a changé. Tout a changé, exactement. Et justement, quand un enfant est exposé, quand le parent... après, on va revenir sur aussi les enfants atteints du trouble du spectre autistique, quand l'enfant n'est pas atteint, justement, et qu'il est exposé... Comment marchander avec lui, enfin marchander, parce que le parent marchande avec son enfant, pour essayer d'enlever cet écran, ou comment avoir une interaction en même temps, parce que quand on est en face à un écran, on est figé, on regarde et on reçoit, c'est tout. Alors, donc, gardez toujours en tête la notion de 3, 6, 9 ans. Pas de télé ni d'écran avant 3 ans. À partir de 3 ans, on peut mettre la télé. 6 ans, c'est la tablette, mais toujours limitée. Et 9 ans, c'est les jeux vidéo. Alors qu'on ne respecte pas du tout cette règle-là. Alors, mais vraiment, comme elle vient de le dire, docteur Madi, c'est vraiment limité. Alors, et accompagné. On va reprendre, raconte-moi ce que tu as vu. Alors, quand on dit limiter les écrans, les parents peuvent se dire qu'il faut enlever complètement. Ils ont le droit de regarder des informations, ils ont le droit de regarder des émissions. Alors, c'est certains contenus très, très stimulants sur le plan visuel, auditif, répétitif, redondant, qui sont le plus nocives. Ce n'est pas un contenu éducatif, même ils vous disent on leur met des choses éducatives, des chansons de chiffres, des chansons de l'air, répétitifs, voilà. Et c'est pas du tout. On voit que l'enfant ne communique pas, il connaît les chiffres et les lettres à 3 ans, mais il ne sait pas appeler ses parents. Donc il y a un décalage qui fait qu'on comprend que c'est un apprentissage automatique et qui n'est pas du tout dans l'échange, n'est pas fonctionnel. Donc là, on voit que l'écran peut être nocif. Et alors, négocier avec les enfants, c'est vraiment dire, par exemple,
une demi-heure par jour. Et quand on voit que c'est vraiment, c'est devenu comme une addiction, parce que ça entraîne des addictions chez les enfants, là, peut-être se dire qu'il vaut mieux l'enlever, parce que ça entraîne des troubles de la concentration, l'enfant va avoir des troubles du comportement, on va voir vraiment parfois des réactions de sevrage. L'enfant fait des crises, il pleure, il ne pense qu'à ça, il veut que ça, il ne veut pas réviser parce qu'il cherche l'écran. Donc là, parce que ça, c'est des profils aussi d'enfants. Il y en a à qui on enlève, ça ne pose pas de problème, mais ceux qui résistent un peu, donc là, se dire que ce serait plus positif pour lui de le soustraire des écrans. Donc ce sera aux parents de voir qu'est-ce qui est l'impact de l'écran sur l'enfant. Oui. Justement, quand un enfant est atteint d'autisme, l'exposition aux écrans est interdite complètement, ou est-ce qu'on peut, par exemple, parce qu'on sait qu'un parent peut fatiguer à un certain moment pendant la journée, a besoin aussi de souffler. Je pense souvent à la maman, parce que c'est souvent la maman qui s'occupe de l'enfant. Donc, à un moment, on donne un dessin animé, on donne un écran à un enfant pour pouvoir souffler et ne pas peut-être décharger cette fatigue et tous ses nerfs sur son enfant. Oui, alors on n'est pas on peut pas être rigide et dire c'est pas possible, parce qu'on est face à des êtres humains. Il y a des moments, comme vous dites, ils peuvent être fatigués et tout, mais si c'est un dessin animé sous le contrôle de la mère, elle voit ce qu'il est en train de regarder, elle choisit le contenu, donc ça c'est plus audible pour nous. On peut dire il y a des moments de pause où vous allez mettre l'écran, mais peut-être en dehors des moments des repas, en dehors des moments du coucher, parce qu'on les voit, tous les rituels habituels que l'enfant normalement doit avoir comme routine, ils sont parasités par la présence des écrans. Donc les mettre même conditionnés. Oui. Quand il mange, il ne mange pas lorsque je mets la tablette ou l'écran. Oui. Donc ça c'est vraiment un comportement néfaste. Mais on dort comme quelque chose de ludique, comme récompense, comme moyen de se poser un peu, oui. D'accord, très bien. Alors si vous deviez donner un dernier conseil aux parents, on est déjà arrivé à la fin de notre débat. Madame Madi. Déjà, je dirais, si vous voyez un des symptômes de l'autisme, ou si vous doutez vraiment du développement de votre enfant, n'hésitez pas à consulter. Et l'autisme, ce n'est pas une fatalité. Même si on a un diagnostic d'autisme, il y a toujours de l'espoir. Il peut avancer l'enfant le plus normalement du monde, quelle que soit la sévérité du trouble. Il peut être autonome socialement parlant, il peut communiquer au moins à sa manière. Et il y a des enfants... Personnellement, j'ai eu des enfants qui sont scolarisés, qui sont arrivés même au lycée. Donc, on peut très bien avancer avec l'enfant. Et plus le diagnostic est fait précocement, plus on avance mieux. Et moi, je dirais de préférence, pas d'écran. Il avait dit, monsieur Nekudjani. Oui, on reçoit souvent. Donc, de préférence, pas d'écran. Essayez de remplacer l'écran par l'interaction. Même si la maman est fatiguée, quand elle va cuisiner, elle peut donner des légumes à son enfant, à les toucher, à voir ce que c'est, voir leur matière. Elle le voit devant elle, le met par terre, elle met des jeux, elle met n'importe quoi, elle le met dans l'eau. Donc ça peut remplacer cet écran, ça peut même la reposer. D'accord, très bien. Et docteur ? Alors, je dirais qu'il faut que les parents, surtout les mères, écoutent leur intuition. Si elles sentent que quelque chose ne va pas chez leur enfant, il vaut mieux s'écouter que écouter le conseil des autres et quand même s'assurer, parce que le professionnel, il a un regard différent, il peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et aussi, par rapport à faire attention à ce qu'on lit et ce qu'on suit. C'est-à-dire écouter un professionnel, un pédopsychiatre, un psychologue, un ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé mentale. Par contre, sur les réseaux sociaux, on va publier des publications. Fausses informations. Parfois, les mamans, elles parlent de leur expérience. On ne peut pas généraliser surtout pour les enfants. On va voir des régimes, des traitements farfelus. Aucune étude n'a été faite, donc faites attention. Parce que les parents peuvent être piégés, parce qu'en fait, eux, ils cherchent une solution. Et quand on leur dit, il va guérir,
On peut ça va forcer le disparaître. développement même. Donc, par oui, ces donc thérapies. là, ils vont forcément aller jeter sur ça le professionnel qui leur dit on va grandir avec, on va l'accompagner et tout. Mais donc, nous les renvoyons souvent dans les choses, alors dans des sites de l'État. Il y a le site du ministère de la Santé, Autisme des aides, il est très bien fait, en arabe et en français. Tout est bien expliqué, c'est les dernières recherches, donc je les renvoie toujours vers ce site-là, au moins en Algérie. Oui. Très bien, alors je vous remercie. Merci Madame Kenza Madi, vous êtes doctorante en orthophonie à l'EPSP Bouzalia. Merci d'avoir participé au débat. Merci à vous. Et docteur, vous restez avec nous pour la rubrique conseils pratiques. D'accord. Tout de suite la rubrique, après ceci. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et Wahida Selmchif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Alors aujourd'hui, tu nous parles de l'artisanat palestinien. Exactement, l'artisanat palestinien. On va faire de très très belles découvertes ensemble. Eh bien, très bien. Juste après la rubrique conseils pratiques. Et aujourd'hui, dans conseils pratiques, on parle d'oncoprésie juste après ceci. Alors, docteur, aujourd'hui, on parle d'oncoprésie. Alors, comme je l'expliquais au début, l'oncoprésie, c'est comme l'énurésie, mais concernant, on va dire, le popo. Et ça reste quand même assez tabou. On n'en parle pas aussi facilement que l'énurésie. On va tout d'abord expliquer qu'est-ce que l'oncoprésie exactement. Alors, donc, l'oncoprésie, c'est l'émission fécale répétée en dehors des endroits habituels, c'est-à-dire en dehors des toilettes, soit dans le sol ou dans les vêtements, donc qui survient généralement en journée. Et il faut que ça touche, donc il faut que l'enfant ait au moins atteint l'âge de 4 ans. C'est l'équivalent de la maturité sphinctérienne chez l'enfant. Il faut que quand même ce comportement soit répétitif. Il faut qu'il survienne une fois par mois et au moins sur une durée de 6 mois. C'est vrai que, comme vous dites, il est assez tabou parce qu'il est assez rare. Il touche 1 à 4% donc, des enfants et majoritairement des garçons. Et on peut avoir deux types d'oncoprésie. Soit primaire, c'est-à-dire que l'enfant n'a jamais acquis la propreté, ou bien secondaire, une fois après une année de propreté, l'enfant commence à faire ses selles donc, en dehors des toilettes. Et on peut avoir différencié aussi donc, l'oncoprésie rétentionnelle avec une constipation chronique associée qui représente à peu près 90% des cas, et celle non rétentionnelle, donc sans constipation associée. D'accord. Et à quoi est due l'oncoprésie exactement ?
Alors donc déjà l'oncoprésie, quand on parle d'oncoprésie, il faut, d'origine psychologique, on élimine d'abord dans nos recherches une atteinte organique, neurologique ou digestive, tout d'abord, et par la suite on va rechercher, en fait il y a plusieurs facteurs. Elle exprime en fait une difficulté de l'enfant qui peut être d'ordre relationnel, au milieu familial ou relation avec la mère. On peut avoir des difficultés d'ordre scolaire, un harcèlement scolaire, une agression. Et on va trouver un profil particulier chez ces enfants, soit dans la retenue hyper timide ou bien dans le versant contraire, c'est-à-dire plus dans l'opposition et dans la provocation un petit peu. Donc on va chercher tout ça. D'accord. Qui consulter? Alors, en premier lieu, toujours le pédiatre. Donc, le pédiatre doit faire les examens, il va examiner l'enfant, demander des examens adéquats pour poser le diagnostic. Et une fois qu'il n'y a rien, on va dire que c'est une oncoprésie psychologique. Il va l'orienter vers le pédopsychiatre ou vers le psychologue. Les deux peuvent prendre en charge l'enfant. Alors, une fois que ça arrive, on va dire, que ce soit la primaire ou la secondaire, toutes les deux peuvent être de cause psychologique. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Et ça peut durer combien de temps? Est-ce que c'est une phase comme l'énurésie ou c'est une phase ou est-ce que ça peut durer beaucoup plus longtemps? Alors, souvent, c'est une phase, mais qui peut aller dans les études, on va trouver entre 6 mois à 24 mois, mais quand on parle une prise en charge qui a été entamée. Plus la prise en charge est précoce, plus le trouble ou le symptôme, on parle plus de symptômes, va rentrer rapidement dans l'ordre. Si on tarde ou si les conflits qui le sous-tendent restent, donc ça va perdurer un peu plus longtemps. Mais généralement, ça reste vers la préadolescence, ça disparaît en général. D'accord. Oui. Alors comment réagir, comment en parler à son enfant quand ça lui arrive? Parce que souvent, on blâme l'enfant, on ne sait pas comment lui parler, ou on lui dit je vais te remettre des couches à ton âge, tu fais ci ou tu fais ça. Donc comment on parle? Déjà la couche, il ne faut pas la remettre. Et alors déjà, il faut déculpabiliser. Ça, on le fait déjà dans la prise en charge. Quand on prend en charge l'enfant, on va prendre en charge du côté pédiatrique parce qu'il y a la constipation chronique qui soit déclenche le trouble, soit qui est une conséquence. Donc, qui va être sous laxatif et régime, hygiène, donc des règles hygiéno-diététiques. Et il y a le volet pédopsychiatrique ou psychologique où d'abord, on va prendre l'enfant et les parents, on va expliquer le mécanisme, on va mettre des mots, on va verbaliser le problème et on va être dans une attitude de neutralité. On va dédramatiser, mais en même temps sans tomber dans le jeu relationnel parce que souvent la maman va se rapprocher davantage de l'enfant, il y aura une régression. Donc il faut ni dramatiser, ni être trop complaisant. Mais déculpabiliser l'enfant, c'est-à-dire dire qu'il n'est pas responsable, qu'on sait que ce n'est pas volontaire, qu'il peut y arriver. On va aider tous ensemble, avec la famille compris, pour trouver une solution. D'accord. Oui. Et l'enfant peut avoir, généralement, il peut avoir une faible estime de soi, il peut avoir de l'anxiété, il peut avoir de la tristesse, être moqué par les enfants en classe, par exemple. Alors, comment rassurer l'enfant par rapport à ça s'il est moqué en classe? Parce que ça peut lui arriver à l'école. Ben oui, aussi. Alors souvent, on va avoir des accidents en classe et donc l'enfant peut être stigmatisé, harcelé vis-à-vis de ça. Et donc, c'est à nous de... Alors, ça dépend de l'ampleur que ça prend. Si l'enfant peut développer vraiment une symptomatologie dépressive, une mésestime de soi, on va le prendre en psychothérapie et on va aussi peut-être faire de la psychoéducation même par rapport aux autres enfants, à la maîtresse, dire que c'est pas quelque chose de transitoire, c'est une maladie qu'il est en train de suivre. Mais l'enfant, on va vraiment essayer de l'externaliser de ce symptôme parce que souvent, c'est-à-dire qu'on va rendre, il a ce problème, mais ça ne résume pas tout l'enfant. À côté, on va trouver un développement psycho-affectif et moteur tout à fait normal, c'est un symptôme isolé. On va travailler sur ses qualités, sur ce qu'il sait faire, le renforcer dans les choses positives. Et quand il a cet incident, on le prend, on le change de manière très neutre, mais sans qu'on reste dans un discours redondant négatif vis-à-vis de ça. Il ne faut pas le pointer du doigt. Et ça, souvent, c'est les parents qui vont le mettre plus pointé du doigt que les camarades. D'accord. Oui. Et justement, est-ce qu'il faut prévenir l'école, ou si l'enfant est en crèche et à l'école, est-ce qu'il faut les prévenir pour qu'ils... Alors, vaut mieux ne pas rien dire, sauf s'il y a des incidents. Si c'est répétitif, si c'est un seul, isolé, ça peut se voir, un enfant est malade, il a de la diarrhée,
on peut avoir des incidents. Mais si c'est répétitif, ou vraiment l'enfant reçoit des brimades par la maîtresse, on dit que des choses négatives, là on va expliquer que c'est pas conscient et qu'il le fait pas volontairement. D'accord. Oui. Et pour les parents, ça peut être frustrant pour les parents, ça peut générer des conflits entre les deux parents. Si un des parents se rapproche, comme vous disiez, de l'enfant, peut-être qu'un des deux parents va être plus strict. Oui. On va dire qu'il va peut-être blâmer, l'autre parent va être là à dire non, il ne faut pas faire ça, il faut être plus... Oui. Donc ça peut aussi créer des tensions entre le papa et la maman. Oui, alors c'est vrai que c'est un symptôme pénible, c'est un trouble pénible pour l'enfant et la famille. Et comme tout trouble chez un enfant, toute la famille va être impactée. Donc souvent on va trouver les deux positions. Un papa qui... alors souvent c'est le papa qui est plus... laxiste, non? Oui, souvent. Et la maman qui va, parce que c'est elle qui doit changer, c'est pas le papa qui va le changer, c'est elle qui doit surveiller et tout. Donc elle va être plus dans la réprimande. Et nous, on va essayer d'assurer que la communication, elle se fasse sur la même ligne, c'est-à-dire qu'ils aient la même attitude pour que neutre et dédramatisante. Et en même temps, on sent que... Alors, on ne dédouane pas l'enfant, c'est-à-dire il faut le responsabiliser. Tu peux, parce qu'on va lui demander de faire des choses en psychothérapie, il aura des exercices, partir souvent à la selle, on va lui demander de participer de manière active, c'est-à-dire sans qu'on le pointe du doigt, il est uniquement le responsable, mais en même temps, on va le responsabiliser pour qu'il nous aide. Donc l'aide de l'accompagnement de l'enfant, c'est l'enfant qui va nous aider, sa famille, pour qu'il aille mieux. Oui. D'accord. Oui. Alors on a parlé de l'oncoprésie justement aujourd'hui pour justement informer les parents, peut-être que les parents ne sont pas tous au courant, pour sensibiliser aussi, si ça arrive à votre enfant, pensez à consulter un pédiatre et le pédiatre vous oriente ensuite. Merci encore docteur, vous restez avec nous, on va passer tout de suite à la rubrique de Wahida Salem Cherif, oui cher après ceci. Wahida, aujourd'hui, tu nous parles de l'artisanat palestinien. Exactement, Mounia. Donc, il faut savoir que l'artisanat n'est pas qu'une simple création artistique. Donc, c'est un miroir qui reflète l'histoire, l'identité d'un pays. Donc, comme en ce moment, on a choisi de soutenir à notre manière la Palestine, on va parler de l'artisanat palestinien. Et on commence par le premier truc que tout le monde connaît. C'est quoi ? C'est les robes. La broderie. La broderie, c'est les robes palestiniennes qu'on voit de plus en plus en ce moment. Donc, partout dans le monde, là où on va, on reconnaît la robe palestinienne, donc c'est grâce à la broderie. Ça s'appelle, c'est des points de croix. Donc ces robes sont souvent appelées toub ou bien tatriz, réalisées avec des points de croix, avec des techniques de broderie qui sont minutieuses. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs motifs qui sont très jolis, très complexes aussi. Ils choisissent des couleurs qui sont très foncées, beaucoup dans le rouge, dans le grenat, c'est des couleurs qui sont vives, pour pouvoir les identifier. Donc ça a des significations bien entendu, comme on voit sur la photo. Voilà, donc ça a des significations. Lorsqu'on voit cette robe, on l'identifie directement à la Palestine. Donc on les distingue en fait par rapport à cela. Donc ces robes sont non seulement des articles de mode en ce moment, parce que vous avez vu, avant c'était des longues djellabet ou djebba, maintenant c'est des robes qu'on peut porter tous les jours, qu'on peut les porter même en allant au travail, parce qu'avant c'était très chargé. Maintenant on peut les adapter selon l'événement, selon le temps ou selon les lieux. Donc c'est des expressions identitaires et culturelles de la Palestine qui transmettent l'histoire et la valeur à travers les robes et les symboles que nous sommes en train de voir. Il y a aussi un deuxième artisanat qu'on reconnaît souvent, c'est le kéfier. Oui, voilà. Bah oui, le kéfier est le symbole de la Palestine. Exactement. C'est le symbole emblématique de la culture palestinienne. C'est un foulard traditionnel, exactement, porté par les Palestiniens, souvent associé à la lutte et à la résistance palestinienne. Donc, mais vous avez vu en ce moment de plus en plus de grands créateurs de mode les utilisent pour d'autres modèles, que ce soit pour des robes, des sweatshirts, des pantalons. Mais il faut savoir qu'il a traversé le temps, c'est sorti d'un symbole de lutte vers un accessoire de mode de tendance. Mode tendance, et aujourd'hui, justement, à travers la mode et la tendance, on peut justement soutenir la Palestine et justement en parler à travers, par exemple, un vêtement. Même si on ne le porte pas,
porte pas le kéfier, on l'a sur un t-shirt, on l'a sur un sweatshirt, sur une tenue. Voilà. En fait, on peut le porter différemment, pas uniquement sur la tête. On peut le mettre sur les épaules, on peut le mettre comme une écharpe. Voilà, une écharpe comme tu portes la tienne aujourd'hui, très jolie d'ailleurs. Donc, il y a différentes manières de les porter et de les mettre, de les accessoiriser pour tous les jours. Il y a aussi la vannerie en paille ou bien en orge. Ça fait remarquer qu'en ce moment, depuis qu'ils sont bombardés, ils ont tout perdu, mais ils essaient de faire avec les moyens du bord et on les voit fabriquer des petites assiettes, des couffins avec de la paille. Donc, il s'agit de très jolies tresses qui sont vraiment bien faites. Elles sont... Voilà, elles sont minutieuses, donc ils fabriquent, que ce soit de la laiterie, des articles de la maison, de la vaisselle, et même des tapis pour faire leurs prières. Donc généralement, ils utilisent des décorations qui sont un peu complexes. Ils sont dans la complexité, les Palestiniens. J'ai remarqué de par leur artisanat, ils aiment tout ce qui est complexe, c'est beau et c'est meilleur pour eux. Donc, ces pièces sont souvent ornées de motifs géométriques ou bien fleuraux. Ils aiment les fleurs aussi, beaucoup de fleurs. Ils ajoutent une esthétique artistique à leur fonctionnalité. La vannerie en paille ou en orge aussi, témoignent de la créativité des artisans palestiniens et leur utilisation ingénieuse des ressources naturelles. Ils reviennent souvent vers la nature. Donc c'est ce qui les différencie. Il y a aussi les tapis. Vous avez vu lorsqu'on va vers des salons ou des foires, lorsqu'il y a la participation des Palestiniens, on trouve souvent des tapis qui sont accrochés, ils sont trop beaux, toujours dans des dessins géométriques assez complexes. Il faut savoir que ça a des significations. Un jour, je vais vous faire une rubrique où je vais vous parler des significations, que ce soit des robes. Comme chez nous. Exactement. Voilà, il y a des messages qui sont passés à travers les broderies, à travers les tapis, les motifs qui sont inscrits, c'est un message qui est passé. Exactement. Donc, il faut savoir que la ville la plus connue pour la fabrication de tapis, c'est Gaza. Malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, petite pensée pour eux. Donc, les artisans de grande renommée, ils sont sortis de Gaza pour représenter leur art au niveau international. Donc, ça s'appelle les tapis gazaouis. Donc, quand on va vers des salons des foires, lorsqu'on va les voir, c'est des tapis gazaouis et non pas d'un autre pays. Il ne faut pas les confondre. Parce que souvent, on cite un autre pays. Donc, souvent tissés à la main, ils sont réputés pour leur qualité et leurs motifs qui sont distincts. Peut-être que nous, on ne fait pas la différence, mais peut-être les personnes qui ont... Les experts, voilà. Ils reconnaissent à travers les petits dessins, les motifs, ils peuvent les... Donc, les artisans utilisent diverses techniques de tissage et des couleurs toujours vives. Ils sont beaucoup dans le rouge et le grenat, et même parfois ils utilisent du doré. Les tapis gazaouis sont non seulement des œuvres d'art fonctionnelles, mais portent également souvent une signification culturelle et symbolique. Donc, ils essaient de faire connaître leur tradition et leur art à travers le monde. Il y a aussi un dernier artisanat, c'est la céramique et le verre soufflé. Très connu en Palestine. Donc, les Palestiniens produisent une grande variété d'articles en céramique, malheureusement produisés, parce qu'en ce moment, c'est un peu délicat, en allant des carreaux décoratifs aux ustensiles de cuisine, même des objets de décoration, des vases. Les verriers locaux palestiniens sont également réputés pour leur savoir-faire dans la fabrication de verres colorés et de verreries artistiques. Parce qu'il faut savoir que c'est plus complexe de faire sortir un verre soufflé coloré. Et de faire d'un design artistique, c'est doublement complexe. Oui, souffler le verre, c'est toute une technique. C'est compliqué, par exemple. Enfin, les verres, quand ils sont faits dans un moule, c'est une chose, mais quand on les souffle, c'est une manière de faire, c'est une méthode qu'on apprend, qu'on transmet aussi. Ils se transmettent ça de génération en génération. C'est très difficile à faire, il faut être très patient, très calme, donc ça, c'est pas évident. Et puis, essayer de souffler dans différentes formes, parce que c'est vrai que quand on regarde des vidéos, on se dit, peut-être c'est facile et tout, mais non, c'est pas facile du tout. Donc, souffler... Pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est pas facile. Souffler un vase ou souffler une autre forme, c'est pas pareil. Il faut vraiment maîtriser la technique. Merci Wahida, en tout cas pour ce que tu nous présentes. On reviendra pour une spéciale pour les tapis et les messages passés, en tout cas pour chaque spécialité. Merci encore Wahida pour ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Merci docteur Bouslina Douniazet, vous êtes pédopsychiatre, pour votre participation à l'émission. Merci à vous. On vous retrouve demain en direct sur Canal Algérie à partir de 10h30. Et sur ce, passez une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Au revoir.